prolongement de l'intervention d'Agnès, je voudrais proposer à mon tour un point de vue, mon point de vue, sur l'histoire du JMK. Alors, non plus tant sur sa genèse ou sur son beau tableau de chasse, que sur la construction progressive d'une certaine identité. Une identité bien évidemment plurielle. On pourrait dire, en empruntant la formule à François de Sales, un unidivers, formule proposant un appariement improbable entre l'unicité et la diversité. Si on l'applique au JMK, l'unidivers désigne cet étonnant équilibre qui fait apparaître à travers les recherches singulières de chacun certaines lignes de crête qui donnent ce sentiment qu'on partage un même horizon. Je suis conscient que cela tient parfois au hasard, mais je continue à croire que qui se rassemble, s'assemble. Ce sont donc ces quelques lignes de crête que je souhaiterais très rapidement parcourir avec vous. Et pour ce faire, je prendrai moi aussi, comme point de départ, ou plutôt comme prétexte, l'emblème 70 de Van Veen que vous avez sous les yeux. Je voudrais en particulier revenir sur la chimère que dessine le peintre à gauche. Si nous ne courons pas au JMK après des chimères, nous pouvons faire nôtre le mot d'ordre d'Horace en lien précisément avec cette chimère, même s'il faut reconnaître que le poète latin en condamne la création, ce que ne fait manifestement pas Van Veen. Quelle est la formule que tu as amorcée? Pictoribus atque poetis quodlibet audendi potestas. Ce pouvoir de tout oser que partagent le peintre et le poète, nous pouvons le transposer, me semble-t-il, à cette liberté créative dont Agnès a déjà mis l'accent, sur laquelle Agnès a déjà mis l'accent, cette liberté créative en matière scientifique qui n'a cessé et ne cesse de caractériser les recherches au JMK. Il faut dire aussi que cette liberté nous pousse à chercher des objets d'étude qui répondent ou qui répondaient en leur temps à ce même idéal. Et en effet, nous aimons les objets non pas chimériques, mais les objets hybrides, inclassables, qui ont en tout cas cette fâcheuse tendance à tomber entre les chaises disciplinaires. Ni tout à fait texte, ni tout à fait image, un peu des deux, objets qui par ailleurs ne relèvent bien souvent pas du canon littéraire ou artistique. Nous ne poursuivons donc pas des chimères, mais bien des figures. Terme désignant ce mystérieux agrégat, je reprends la formule d'Agnès, ce mystérieux agrégat iconotextuel. D'ailleurs, peut-être faut-il reconnaître dans la gravure de Van Veen, plutôt qu'une chimère, une sphinge, qui incarne par excellence ce mystère de la figure dont on cherche à comprendre la fascinante alchimie. Cette alchimie dont il est implicitement question à l'arrière-plan de l'emblème de Van Veen et d'ailleurs à l'arrière-plan de toute sa carrière. Vous l'aurez donc deviné, et pour beaucoup éprouvé, notre pierre philosophale au JMK, c'est la figure. Alchimie, chimère, tout cela nous parle en tout cas de cette capacité à croiser ou mélanger les idées, les disciplines, les points de vue, afin de les faire réagir entre eux. Nous aimons en effet au JMK les réactions chimiques-alchimiques, celles obtenues en mettant en contact un objet et une idée, partant du principe qu'il n'y a pas d'idée sans objet et qu'il n'y a pas d'objet sans idée, d'où cette idée de l'objet théorique qui nous est chère. Une épistémologie alchimique et non pas chimérique, profondément inspirée par ce qui a constitué pour Agnès et moi notre premier objet d'étude, à savoir le processus emblématique faisant réagir un texte et une image, cette alchimie scientifique, donc, suppose qu'on transgresse les bornes disciplinaires, mais aussi les bornes chronologiques, afin d'éviter précisément toute vue bornée, qui n'était justement pas celle des créateurs et des spectateurs-lecteurs de la première modernité, lesquels, faut-il le rappeler, ne s'embarrassaient guère de nos découpages scientifiques, de nos coupures chronologiques, de nos frontières disciplinaires. Cela n'enlève bien évidemment rien au respect du champ d'expertise de chacun, qui reste balisé par des traditions, par des méthodes, par des concepts, bref, par un savoir-faire singulier et situé. La fusion ne veut pas dire la confusion. À chacun son métier, nous dit le motto de l'emblème de Van Veen. Et pourtant,
le peintre et le poète sont mis en dialogue, sans parler du savoir-faire du médecin et du forgeron, dont les opérations nous disent d'ailleurs quelque chose sur le processus ou les processus artistiques mis en scène et en œuvre à l'avant-plan. On pourrait donc reformuler le motto de Vénus en « à chacun sert le métier de l'autre ». Je ne sais pas si Aline, tu peux nous traduire ça directement comme ça en latin. « À chacun sert le métier de l'autre ». Exactement. Voilà, je savais qu'elle allait le faire dans l'instant. Le pari de l'interdisciplinarité, au-delà du mot d'ordre éculé, est un pari hasardeux. Et il nous semble, grâce à cette secrète alchimie scientifique, mais Agnès y a insisté, également humaine, avoir porté ses fruits au GEMCA. Mais il ne s'agit pas seulement de faire réagir des textes et des images, des objets et des idées, des disciplines entre elles. Il s'agit aussi d'adopter le bon point de vue. L'ut pictura poesis, si on revient au sens que lui donne Horace, est en effet une question de point de vue. On l'oublie un peu trop souvent. C'est pour ça que je cite la phrase d'Horace. « Il en est de la poésie comme de la peinture, un tableau vu de près te saisira davantage, et cet autre si tu t'en éloignes. » Au-delà du goût pour l'hybride, on cultive donc au GEMCA le changement continuel de point de vue. Et sur ce point précis, il faut en particulier reconnaître que nous avons une sacrée propension à explorer les marges. Non pas que nous soyons des marginaux courant après des chimères, mais nous sommes animés par la conviction que la périphérie nous en dit toujours plus que le centre, et qu'il n'y a d'ailleurs pas de centre sans périphérie. D'où notre véritable obsession pour les cadres, obsession sans doute inspirée par notre saint tutélaire, et non, ce n'est pas François de Sales, mais Saint-Marin. Il est vrai qu'on fait beaucoup mariner les chercheurs au GEMCA. Sans qu'il n'y ait eu là d'impulsion programmée ou programmatique, il y a lieu de s'interroger sur cette véritable obsession qui ne tient pas seulement à la mystique marinienne, pour désigner ce savoir aux yeux de beaucoup assez obscur, mais qui pour les initiés plein de révélations. Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'engager dans une psychanalyse du GEMCA. Je laisse le point de vue parodique et décalé à Caroline et Ingrid qui prendront la parole donc en fin de séance. Je voudrais juste dire que sans être recadré en permanence, on ne manque pas de cadre au GEMCA. Et je ne parle pas de la codirection tricéphale. Ces cadres peuvent prendre bien des formes que je ne vais pas ici énumérer. Je me contenterai de remarquer que cet intérêt porté aux marges, aux seuils, aux socles, aux figures de bord, aux ornements, aux frontispices. C'est-à-dire que j'ai été baigné aussi ces derniers jours par une certaine fin de thèse d'une personne qui est ici dans la salle et qui vient de déposer ce matin même sa thèse. Donc voilà, j'ai tout ça en tête. Donc cet intérêt porté aux marges témoigne, me semble-t-il, d'une volonté d'interroger tous les opérateurs de monstration de la représentation. Tout ce qui rend possible l'effet de présence, ou plutôt la croyance en la présence, la croyance dans les pouvoirs de la représentation. Vous connaissez bien le dicton qui dit « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Eh bien, en GEMCA, on est une sacrée bande d'idiots, car on ne cesse de regarder le doigt. Mais, vous en doutez, à bien y réfléchir, c'est plutôt une marque de sagesse, surtout en ces temps de manipulation de la représentation. Plus fondamentalement, s'intéresser aux marges et aux index, c'est chercher à comprendre les ressorts profonds de ce qui non seulement fait advenir, institue la représentation, mais aussi de ce qui l'anime, la met en mouvement. De ce point de vue, la figurabilité est peut-être cet autre sésame du GEMCA. Comme vous le savez, ce terme désigne le travail du sens qui passe par un travail des formes, lesquelles peuvent être interprétées comme des forces, à savoir des dynamiques d'ouverture, d'équivoque, de virtualisation, d'indétermination, d'incoativité propres au travail du rêve selon Freud, mais qui peuvent être transposées à l'étude du travail des images plastiques et de leur ouverture, de leur potentialité plus que de leur pouvoir. Glisser ainsi de la figure à la figurabilité permet d'envisager le jeu de la représentation, le terme de jeu désignant à la fois le mouvement interne à cette représentation comme le mouvement de l'interprétation cherchant à saisir ce mouvement, ou encore le mouvement du plaisir se laissant emporter par le mouvement de l'image.
invitant à voir autre chose ou à voir autrement. Cette dynamique naît des diverses distorsions, concrétions et autres ambiguïtés allusives et incongruités visuelles, mais aussi il naît d'un travail sur les seuils et les écarts, comme sur toutes les formes de condensation et de déplacement qui font vaciller le règne stable de la mimésis, troubler la surface lisse de la représentation pour faire advenir autre chose. Saisir cette indétermination permet de rendre compte des potentialités, des virtualités, des latences qui contribuent à l'efficacité de cette représentation. Tel pourrait donc être le credo du Jemka, du moins, je le répète, selon le point de vue de l'un de ses officiants. Donc c'est un autre point de vue que va nous proposer maintenant Aline, mais avant de lui laisser la parole, je vous présente quand même le véritable motto ou credo du Jemka dans un ton beaucoup plus léger. Le voici.